Donc rebonjour et donc oui, on va commencer par une annonce. Je mets 4 slides. C'est juste pour les indications pour ce soir. C'est le moment. Ça va bien marcher. Ok. Ne t'inquiète pas. Donc, juste une petite annonce pour les détails techniques pour ce soir pour se rendre au deck. D'accord. Donc, j'ai fait 4 slides, peut-être 5. C'est ce que j'ai imprimé, c'est disponible sur le deck. Hein, donc, juste pour vous dire, donc là, vous voyez le trajet un petit peu total. Si vous partez d'ici pour aller au deck, vous voyez, 26 minutes. Et puis, il y a une erreur là. Vous le voyez bien qu'il y a une erreur quand même. Descendre à l'arrêt Place du Cirque, rejoindre à pied Commerce. Non, vous descendez à Commerce et vous rejoignez à pied Commerce. D'accord. Donc, vous voyez, donc les Graphical Information System, des fois, il y a des bugs. D'accord. Puisque ça, c'est le résultat d'un GIS quand même. Pardon. Si, en plus, la TAN paye une société pour gérer ça. Donc, vous voyez, depuis Commerce, pour aller au deck, 13 minutes, vous pouvez le faire en tram. Hein, donc, vous montez à Commerce, vous descendez à Chantier Naval, ouais. Ou si vous êtes un tout petit peu courageux, vous voyez, j'ai mis ça, c'est mieux quand c'est imprimé. Vous voyez, Commerce, c'est ici, le haut deck, c'est ici c'est la Loire. Ça fait une petite balade sympa. Moi, je vous la conseille. Et vous allez passer, pour aller au deck, vous verrez, il y a un gros éléphant à un moment. C'est le moment il y a forcément un éléphant comme ça, il faut un gros hangar. Donc sous le hangar, l'éléphant est toujours là. Et puis si vous avez de la chance, il sera peut-être même en train de marcher. Si vous avez de la chance. D'accord ? Et puis pour demain, pour aller au Baron Lefebvre, c'est à peu près pareil. Donc là, on va partir pour 15 minutes. Donc là, il faut partir dans l'autre sens, toujours depuis Commerce. Et là, je vous ai donné aussi le petit plan. Vous voyez, Commerce, c'est ici. Et la maison Baron Lefebvre, c'est là. La balade est un peu moins sympa, mais si vous avez envie de le faire à pied, vous pouvez le faire. Sinon, il va vous faire remonter un petit peu par ici, là, vers le château du Chessan. Puis après, il va vous faire prendre le 4 pour descendre ici, le busway. D'accord ? Et donc, tout ça, je l'ai imprimé, c'est disponible sur le deck. Enfin, à l'accueil. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on démarre la troisième session et c'est Mohamedou Lamine Ba de Télécom Paris-Tech qui va... Bonsoir à tous. Mon nom c'est Mohamedou Lamine Ba. Je suis doctorant à Télécom Paris en 2e année et mes travaux de thèse sont effectués sous la direction de Talal Abdel-Salem et Pierre Sénélard. Aujourd'hui, je vais vous présenter un travail qu'on a fait sur la gestion des versions incertaines pour les documents arborescents dans un cadre ouvert. Premièrement, je vais commencer par vous présenter les motivations d'un tel travail. Et la motivation principale, c'est le cas des plateformes à large échelle sur le web, avec comme exemple pertinent l'exemple de Wikipédia. Dans ce type de plateforme, on a 2 problèmes. La première, c'est qu'on ne sait pas la nature de qui contribue, ce qui entraîne que le deuxième problème, c'est que l'information qui est contenue n'est pas forcément pertinente, ou bien n'est pas forcément fiable. Étant donné ces problèmes, on a essayé de s'intéresser
de voir comment ces documents sont gérés dans de telles plateformes. Dans Wikipédia, par exemple, les documents édités, donc les articles, sont soumis à un contrôle de version. Qu'est-ce que le contrôle de version? Typiquement, le contrôle de version, c'est le fait de traquer l'ensemble des versions de documents, donc de sauvegarder l'ensemble des versions de documents, qui permet simplement de pouvoir revenir à une version précédente quand on se rend compte qu'une version récente contient des données qui ne sont pas correctes. Cependant, il y a une dimension qui n'est pas prise en compte dans les systèmes de contrôle de version actuels, qui sont tous déterministes. Et parmi ces dimensions, on peut noter le fait de savoir quelle est, par exemple, la version la plus pertinente, ou bien quelles sont les versions qui contiennent les contributions les plus pertinentes, ou bien, plus simplement, quelle est la version que j'aurai si je fais confiance à tel ou tel contributeur et je ne fais pas confiance à tel ou tel autre contributeur. Donc, typiquement, voici un exemple de comment un système de contrôle de version fonctionne et comment les versions sont générées. Donc, les versions sont générées en suivant une séquence de dérivation. Par exemple, ici, on a 5 versions qui dérivent l'une de l'autre. Ainsi, si on se met dans un cadre ouvert, où on se dit que les contributions sont incertaines et les contributeurs ne sont pas fiables à 100%, je dois pouvoir avoir la possibilité de dire, par exemple, si je considère que le contributeur C1 qui a généré la version V1 et V4 de ce document, et si on regarde bien, on va voir que la version V1 a été dérivée pour donner la version V2 et que la version V2 a été après dérivée pour générer la version V4, mais que la version V1 et V4 contiennent les mêmes données et qu'ils sont ici, donc ils ont été générés par le même contributeur. Cet exemple est un exemple typique de ce qu'on appelle un acte de vandalisme dans Wikipédia. Ainsi, l'idée, c'est de se dire, si je me rends compte que cet contributeur est un vandale, je dois pouvoir demander quel serait le contenu de la version, par exemple, V2, si je considère que l'auteur A1 n'est pas fiable. Donc, c'est ce qu'on a essayé de matérialiser avec les requêtes assez simples Q1 et Q2. Une idée plus générale, c'est de se dire quelles sont l'ensemble des versions possibles qu'on peut générer à partir des versions réellement créées et quelle est la probabilité de chaque version. Donc cette probabilité peut être, par exemple, le degré de fiabilité du contenu de chaque version. C'est ainsi qu'on s'est dit, on va essayer de réfléchir à un modèle de contrôle de version qui n'est pas déterministe, mais un modèle de contrôle de version dit probabiliste, donc qui permet de gérer l'incertitude dans les contributions et la fiabilité des auteurs. Je vais, avant de détailler un peu le modèle, parce qu'on s'est intéressé sur tout ce qui est aspect modélisation d'un tel modèle, donner l'intuition, mais le fonctionnement du modèle. Là, je prends un cas typique, donc le cas d'un article qui parle de Obama. On a ici 4 versions de l'article, la version D1, D2, D3, D4, avec un séquencement de génération des versions. On voit bien que si je considère la version D2 qui est générée de D1, il me dit que Obama est originaire de Tanzanie. Peut-être que c'est un contributeur qui s'est rendu compte que lors de la dernière visite d'Obama en Afrique, il est parti en Tanzanie, mais qui n'est pas parti au Kenya, et qu'on sait que Obama, ses parents, ses grands-parents sont d'origine
africain et plus particulièrement d'un pays d'Afrique qui est au sud. Et il s'est précipité pour éditer l'article et mettre cette information-là. Le contributeur qui a généré la version D4 ne s'est pas rendu peut-être de cette faute-là, compte de cette faute, et il a généré cet article à partir de D2 en y ajoutant l'information que c'est le président des États-Unis, Obama. Donc on voit bien qu'ici on a un problème. On a une version D4 qui contient bien de l'information vraie, mais en même temps qui contient de l'information qui est fausse. Sachant que l'origine de Obama, on la retrouve bien avec la version D3 qui est une version parallèle de D2, donc qui est forcément une contradiction de ce qui a été mis dans D2, et qui nous dit qu'il est bien originel du Kenya. Donc l'idée de notre système, c'est de pouvoir se dire, ah bon, moi je viens dans le système pas forcément pour éditer ou bien pour modifier quelque chose, mais je viens pour visualiser de l'information vraie. Et je me rends compte que une partie de l'information dans D4 est vraie et toute l'information dans D3 est vraie. Quelle est la version que j'obtiens quand je considère comme étant vraie? L'information dans D1, dans D3 et dans D4. Ce qui nous donne une version possible avec comme information de l'information qui est correcte sur le sujet traité. Donc, si vous voyez bien, il y a, quand on regarde le séquencement, les dérivations, on les a annotées avec des expressions qu'on va appeler plus tard des événements. Parce qu'on va considérer que dans notre système, chaque opération de contrôle de version est un événement de contrôle de version et que l'événement de contrôle de version est incertain et cette incertitude, on la gère en lui affectant, donc en lui attribuant une variable booléenne. Ayant cette représentation en tête, on ne s'est pas arrêté à ça, on s'est dit que, si on regarde bien, le nombre de versions possibles générées à partir des versions réellement créées peut facilement exploser. Comment proposer une représentation compacte de l'ensemble des versions possibles? C'est ainsi qu'on a imaginé, donc on s'est inspiré des travaux existants, et je vais y revenir, pour imaginer qu'on peut représenter l'ensemble des versions possibles dans un arbre qui contient l'ensemble des données fournies jusqu'à présent, et que chaque nœud de l'arbre est associé à une formule qui permet de tracer les différentes opérations qui ont été effectuées sur ce nœud-là. Donc c'est grosso modo l'idée générale de notre modèle. Donc on a comme souci premier de pouvoir modéliser un tel système de contrôle de version incertaine et comme souci secondaire de pouvoir fournir une représentation compacte de tel système. Donc avant d'aller en détail sur comment on a formalisé ce modèle, je vais vous présenter l'intuition, le modèle où on a pu tirer cette intuition-là. Donc c'est un modèle qui définit ce qu'on appelle un document probabiliste, qui est de Kimfield et Senelard. Et un tel modèle dit qu'un document probabiliste n'est rien d'autre qu'un arbre dont les arêtes sont annotées par des formules arbitraires. Chaque formule, son rôle est de déterminer la probabilité d'un nœud de l'arbre. Par exemple, ici, si on regarde bien, la formule qui nous dit E1 est non E2, elle est réellement associée au nœud P1 et détermine la probabilité d'existence de ce nœud-là. C'est le même que la formule non E2 qui est associée au nœud P2. À partir d'une telle représentation, on peut générer ce qu'on appelle l'ensemble des documents possibles déterministes. Et pour chaque document déterministe, on peut lui affecter une probabilité qui est calculée à partir des valeurs de vérité, qui est associée
à l'existence de ce document possible. Donc, et ces valeurs de probabilité sont calculées en ayant la probabilité de chaque événement élémentaire utilisé dans la représentation probabiliste. Donc, on va y revenir, mais ayez en tête que dans cette représentation, donc dans le modèle défini par Kinfield et Senelard, les événements qui annotent les arêtes sont des événements dits élémentaires. Et tous les événements élémentaires sont indépendants. Donc, comme je l'ai dit, si je connais la probabilité de chaque événement, je peux calculer la probabilité des mondes possibles, les documents déterministes. Cela me mène à l'objectif principal de cette présentation, qui est la description d'un modèle de contrôle de version incertaine. Premièrement, on va donner le formalisme, donc la vue logique d'un tel modèle. Après, expliciter l'encodage probabiliste, donc qui permet d'avoir une représentation compacte efficace de tous les mondes possibles. De donner le formalisme de la mise à jour d'un tel modèle, et après, de donner quelques orientations sur les performances d'un tel modèle. Donc, le formalisme, c'est assez simple. On dit qu'un document multiversion incertaine n'est rien d'autre qu'une distribution de probabilité sur un ensemble de versions possibles. Et en plus, on a un graphe de dérivation qui permet de tracer le séquencement de ces versions, donc les relations entre ces versions. Donc l'intuition, c'est que pour gérer cette notion d'incertitude, pour introduire cette notion d'incertitude dans le processus de contrôle de version, on définit que chaque état du graphe de dérivation est une variable complexe qu'on appelle un événement de contrôle de version qui est construit à partir de variables plus simples. Donc, ces variables simples représentent un aspect assez important du modèle parce que ça permet de prendre en compte chaque élément qui introduit de l'incertitude dans le processus de contrôle de version. Un exemple simple, je dis que le contenu est incertain, que le contributeur est non fiable. Donc ça veut dire que pour chacun de ces deux éléments, je définis une variable simple qui permet de gérer l'incertitude de l'élément. Donc, ayant défini cette notion de variable de contrôle de version, donc je dis simplement que document multiversion incertaine n'est rien d'autre qu'un couple avec le DAG, donc avec notre graphe de dérivation, et une fonction oméga qui me permet de retrouver l'ensemble des versions possibles en fonction des événements de contrôle de version que je considère comme étant valides. OK? Donc la construction de l'ensemble d'une version possible est décrite comme ça. Donc on considère que, donc on le sait bien, dans un processus de contrôle de version, on peut ajouter, on a des métadonnées qu'on peut lier à nos événements. Donc c'est ces métadonnées qu'on utilise pour calculer les versions possibles. Et pour chaque version, on peut calculer la probabilité en connaissant la probabilité des événements élémentaires. Donc, pour la représentation compacte, l'idée c'est seulement de décrire la distribution de probabilité en utilisant des formules arbitraires qu'on associe au nœud d'un arbre global qui contient l'ensemble des données fournies. Donc, typiquement, ça ne donne qu'une représentation compacte n'est rien d'autre qu'un couple de ce type, donc du même graphe, et d'un document probabiliste. Et on peut bien vérifier que la sémantique, donc le sens de ce document probabiliste, n'est rien d'autre que la distribution de probabilité qui est définie avec la fonction gamma. Étant donné la vue logique et la description compacte d'un tel modèle, faire une mise à jour dans le modèle signifie exécuter un ensemble d'éditions incertaines sur une version possible. On la matérialise comme étant en utilisant ce qu'on appelle un triplet,
avec un événement de contrôle de version EI qui pointe sur la version modifiée, un événement EJ qui décrit l'incertitude dans l'opération qui est effectuée et le script d'édition. Et ici, on a la sémantique de l'évaluation. Donc, il met à jour le graphe de dérivation et étend la fonction gamma en une fonction gamma prime avec de nouvelles versions possibles et leur ensemble d'événements correspondants. Nous avons aussi essayé de dériver l'algorithme de mise à jour correspondante sur la vue compacte. Donc, qui, typiquement, pour toutes les insertions, regarde si le nœud n'est pas déjà présent sur l'arbre. Si le nœud est présent sur l'arbre, on modifie seulement la formule qui lui est associée en mettant un ou EJ pour dire que ce nœud-là est valide si l'opération est valide. Si le nœud n'est pas présent, on l'insère et on lui affecte une nouvelle formule EJ qui dit que ce nœud est valide si l'opération est valide. Et pour toutes les suppressions, on ne supprime pas le nœud dans l'arbre, mais on modifie seulement sa formule en mettant un et non EJ pour dire que ce nœud-là n'est pas valide si l'opération est réellement fiable. Donc, on peut démontrer que les deux sémantiques sont les mêmes. Et un aspect important, c'est que l'algorithme s'exécute en temps linéaire et que le document probabiliste obtenu augmente de façon linéaire en fonction de la taille du script. En temps constant, plutôt. Excusez-moi. Là, je vais un peu parler des performances du modèle, même si ce n'était pas réellement l'objectif de départ. Donc, on a essayé d'évaluer deux métriques, ce qu'on appelle le temps de commit et le temps de check-out. Le temps de commit permet de voir si le temps nécessaire pour qu'une mise à jour soit effective. Et le temps commit, c'est le temps nécessaire pour récupérer une version bien déterminée. Et pour ce faire, on s'est comparé à deux systèmes de contrôle de version de référence qui sont Subversion et Git, en réimplémentant leur opération de commit et de check-out typique en utilisant la bibliothèque SVNKit et JKit sous Java. Donc, on a utilisé des datasets qu'on a extraits du noyau Unix et du projet Cassandra. Donc, il faut remarquer que le noyau Unix est sous contrôle de version Git et que le projet Cassandra est sous contrôle de version Subversion. Donc, on a essayé vraiment d'utiliser deux datasets dans les mêmes conditions. Donc, on a implémenté notre système sous Java et on a fait tous les tests en RAM disk pour éviter des coûts supplémentaires en input-output. Donc, typiquement, ici, on n'a pas donné tous les résultats obtenus. On a fait seulement une esquisse d'une partie des résultats qui nous montre que quand on considère le temps de commit sur les datasets du noyau Unix, notre modèle a des performances meilleures comparées à Git ou Subversion. Même si, pour certains points, qui coïncident à des points où on a une taille de script assez importante, Git et Subversion ont de meilleures performances. Donc, c'est la même chose pour le cas Cassandra. Pour le temps de check-out, on a le même résultat. Notre modèle est assez bon comparé à Git et Subversion. Même si, ici, si on regarde bien, on voit que Git a de meilleures performances. Ce qui est assez normal du moment où les systèmes de contrôle de version déterministes font de ce qu'on appelle du stockage dichotomique. C'est-à-dire, ils stockent la version la plus ancienne. En un certain état du processus de contrôle de version, ils stockent une version bien déterminée et ils stockent le contenu entier de la dernière version. Ce qui lui permet de ne pas suivre la séquence linéaire pour reconstruire une version donnée, mais d'utiliser une approche dichotomique pour reconstruire certaines versions. Ce qui fait qu'à des points bien définis, on peut avoir des performances meilleures pour Git. Donc là, je vais essayer de conclure très rapidement. Donc, on a essayé de proposer un modèle de contrôle de version qui
introduit une notion d'incertitude dans le processus. On a proposé une description logique et une représentation compacte du monde de l'ensemble des versions possibles générées à partir des versions réellement créées. On a proposé aussi une extension du modèle avec l'opération de fusion. Donc, comment fusionner deux versions incertaines issues de deux branches différentes. Cependant, il reste quelques problèmes, quelques travaux à explorer, tels que le fait d'implémenter les opérations comme l'opération de copie ou bien l'opération de renommage. L'opération de copie, typiquement, si on se met dans un cadre distribué. Et après, il y a une autre question qui est assez importante, c'est de regarder quel sera l'impact de l'introduction de la notion d'ordre dans un tel modèle. Je vous remercie. Oui, alors, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. J'ai l'impression que donc, tu encodes l'ensemble de tes versions possibles d'une manière efficace. Ce que je n'ai pas trop suivi, c'est qu'est-ce que tu mesures dans ton évaluation de performance et en quoi cette représentation t'aide pour faire des opérations que tu sembles faire plus efficacement, mais je ne sais pas très bien lesquelles en fait. OK. Donc là dans les critères d'évaluation pour les performances, on s'est intéressé à deux critères, deux métriques, le temps de commit et le temps de check-out. Pour le temps de commit, quand une mise à jour vient, typiquement, par exemple, si on considère que la mise à jour ne contient que des suppressions, la mise à jour typiquement ne modifie pas, typiquement ne supprime rien du tout dans notre encodage probabiliste. Typiquement, il modifie la formule qui est associée au nœud en y ajoutant cette partition-là. OK? Donc, pour les insertions, typiquement, si c'est un nœud qui est déjà présent donc, dans l'encodage, il la modifie, il n'insère pas de nouveau, il modifie seulement sa formule en lui ajoutant cette partition-là. C'est dans le cas typiquement d'une nouvelle insertion que le nœud est inséré et qu'on lui affecte cette formule-là. Donc typiquement, là où, par exemple, pour le check-out, Subversion va essayer de reconstruire le contenu d'une version en utilisant le graphe de dérivation, nous, on n'aura pas besoin d'utiliser le graphe de dérivation pour reconstruire la version, mais ça va dans notre cas, correspondre à prendre une formule de vérité et à l'appliquer dans notre représentation compacte pour en déduire la partie du sous-arbre qui satisfait à cette condition-là. Je ne sais pas ce que j'ai bien répondu. J'ai une question naïve, c'est-à-dire que est-ce qu'au niveau des contrôles de version, par exemple dans Wikipédia, tous les utilisateurs sont satisfaits de comment ça fonctionne dans Wikipédia? Et la question c'est, est-ce qu'il y a un cahier des charges qui est universellement accepté et que Wikipédia satisfait partiellement, et qu'avec un nouveau système, on progresse vers le cahier des charges que tout le monde souhaiterait comme versionning? Et est-ce qu'on peut tester ce genre de choses avec les utilisateurs? C'est-à-dire, j'ai vu que vous aviez fait des mesures de performance, mais je n'ai pas compris si on avait testé avec des vrais utilisateurs et qu'ils étaient plus satisfaits. Okay. C'est une question assez pertinente. Donc, là, si on prend le côté évaluation, on s'est intéressé carrément en termes de performance, en termes de commit, donc le temps nécessaire pour faire du commit dans notre système, le temps nécessaire pour faire du check-out.
Maintenant, en termes de qualité des versions générées, ce serait intéressant de se placer du point de vue utilisateur et de dire que si on dit qu'on se met dans ce cadre-là et qu'on a des utilisateurs qui nous disent qu'ils font confiance à tel ou tel contributeur et qu'on leur renvoie des versions possibles, est-ce que ces versions vont les satisfaire carrément? Donc ça, c'est un autre aspect à voir. Donc c'est surtout l'aspect évaluation de la qualité des versions fournies suivant les préférences des utilisateurs. Mais jusqu'à présent, nous, on s'est intéressé à voir est-ce qu'un tel système peut être utile dans un cadre comme Wikipédia. Donc, typiquement, on peut dire que c'est assez utile parce que ça nous permet d'introduire cette notion d'interroger le dépôt de version en y incluant des éléments de préférence, typiquement. Ce qui n'est pas possible sur Wikipédia actuel. Ça aussi, c'est un autre problème ouvert. Nous, on la voit en général comme étant linéaire, mais si on prend en compte ce qu'on appelle les redoux, les reverts, on peut bien construire un graphe de dérivation qui n'est pas forcément linéaire. Et il y a des travaux qui ont été faits dessus. La construction de la vraie structure du graphe de dérivation d'une version de Wikipédia en se basant sur les opérations de redoux qui ont été faites. Parce que je peux revenir à une version précédente, et si je reviens à une version précédente, ça veut dire qu'il y a forcément une possibilité d'avoir une version parallèle, deux versions parallèles, qui ont été générées à partir de cette même version-là. Eh bien, je propose qu'on passe à l'exposé suivant et qu'on remercie à nouveau. Exposé, c'est sur Large Scale Sentiment Correlation for User Demographics de Citaro, Siem Ameriaria, Denis Kalpanas, et c'est Siem qui va faire l'exposé. Okay, so this is about large-scale sentiment correlation for user demographics. So basically, the main idea is to find pairs of groups of users such that over time their aggregated sentiment is correlated. So let me start with an example. I kind of started from the end because I wanted to give two examples. So we did this for movie lens data, for example. And here, for what we mean by groups, they're basically, for example, 35, 45 females who work in customer service, right? So this is what we mean by groups of users. And so this is, for example, what this one is saying is that, for some reason, like females who are 56 and older on movie lens tend to be positively correlated over time on their opinion on animation movies with males grad students. They also tend to be, again, positively correlated over time in terms of their ratings in this case. This is what we mean by opinion. With, what is that? Students who are actually really, really young students. Yeah, grad school students. Anyway, so this is sort of one of the outcomes of analyzing this data. So another example is the negative correlation, right? So what we can find with this, we find that
35-year-old females don't agree, who are grad students, are negatively correlated over time with self-employed females who are in the same age category. When it comes to comedy movies, we also find that for thrillers, and this may concern some of us, what people who are scientists in general and people who are from academia are negatively correlated. Of course, I mean, young scientists are negatively correlated with older ones, with older people from academia. So anyway, so this is sort of what we were trying to look into. So let me motivate this a little bit further. I mean, there exist many opinion sources, blogs, wikis, forums, social networks. And sentiment polarity or sentiment is expressed in their very different forms. And what we're interested in is in extracting it as positive and negative numbers and aggregating it over time and representing it as time series to do so, and sort of analyzing it as time series. And this is in terms of motivation. It's commonly used in many different domains. For example, to learn customer attitude with respect to a product, track companies' reputation over time, analyze interests or preferences of people, and so on. Okay, so there are, I guess, many sources of such data. So basically, what we're doing here is moving to sort of a large-scale analysis of this sentiment, and the benefit of doing that is that we're interested in extracting shifts in sentiment. So that's why we're interested in looking at sentiment evolution over time, right? More specifically, we want to do it for different demographics groups, right? Which means that would lead us to finding people with similar or different behavior patterns with respect to some product or some topic. So for example, why would this be beneficial? If I consider new sentiments for Iraq war, some of the previous work has shown, for example, that European agencies show a neutral attitude over time. That news that comes from Japan is mostly negative. Europe and Japan have correlated trends. Asia has varying sentiment over time. So you can see here that we're talking about either one group at a time or a couple, like two groups that we're comparing. And we're actually interested in the problem of taking two groups or finding couples of groups. Like the Europe and Japan have correlated trends. Either they change, basically their shifts happen around the same time. So, obviously the problem when we bring this to the large scale is that, and especially you want to do this on the fly, is the question of scalability and updatability of the sentiment itself that's being stored. And we need efficient sentiment correlation techniques and also compact representation of the output, right? I mean, we can't just be showing graphs all over the place. Okay, that's more or less what the context is. We're not interested in sentiment extraction, by the way. Okay, so what we're doing is aggregating the sentiment and correlating it over time. So let me define a model. So so we rely on data that has a number of attributes, like demographics attributes that can be organized into hierarchies. When they're not, we make them, we force them to be organized into hierarchies, right? So when they're categorical, we create a hierarchy, and so on. So such attributes are age, salary, gender, and so on. What the demographic group is, it's a set of users sharing the same set of attributes, all right? So I guess students in Europe, teenagers in Italy. So in other terms, we're not simply interested in looking at interesting trends and then outputting just the trends themselves. We're interested in describing what these groups are, okay? And what the group sentiment is, so basically we have user, some topic of interest, and the sentiment of that individual user. What a group sentiment, it's an aggregation, and I'll talk about this a bit more later, of the sentiment of a demographic group, of all the users who are in that group, over some time interval. We'll get back to this later. And what the sentiment time series here, it's basically just a sequence over time of that group sentiment. Okay, so if I take students in Italy for a period of a month
March 2013. What my time series is going to represent, every point, right, that corresponds to every moment in March 13th is an aggregation over all the users, the sentiment of all the users who are students in Italy. Okay? So, right, so hierarchy looks like this, nothing special. So basically what happens is that if we put all these hierarchies together of these attributes, we form a lattice, you know, virtually. And we have sort of these inclusion properties between different nodes in the lattice, right? So here, Italian students are included in European students, and French are also included in European students. Okay, so this is nothing special. So this is our problem. Okay. So our problem is that we're given a period of time, and we have a certain correlation, minimum correlation amount, and we want to find all the pairs of groups. I'll get back to those sort of cryptic words. So we want to find all the pairs of groups D and D prime. And the longest time interval within P, so the longest period within P, such that their sentiments, the sentiments of D and D prime, correlate over time. Okay? So this maximal disjoint is simply that I don't want to return the same two groups. Okay? And maximal is that it's just in the sense of, it's like in pattern mining, right? Right? So first what I want is I want generality, and I don't want, basically to simplify, I don't want to return, for example, groups that are in the same inclusion path in my lattice. Okay? So what I want is I want to take the the largest group, right, that is correlated with some other group. For example, if my group is European students, that is being compared to American students, and if the correlation holds for European students and American students, then I'm not going to consider Italian students against American students. Okay? So I'm interested in the largest group in the, that contains this, that is able to do this correlation. So how do I define my correlation, right? This is a very simple standard way of computing the correlation itself. So now I have two time series, right? Because I have two groups. I mean, I don't know the groups. I need to find them. But given two groups, each one of them has a time series S and S prime of a certain length, n here. So the correlation between them is simply the normalized inner product of the local deviations from the averages. So basically what I'm doing is I'm just, S bar is the average sentiment, right? And SIs are every single point in the time series of S. And I'm simply doing a computation of a regular sort of product. I mean, I'm normalizing the product, but it's sort of just the product of the deviations of every single point against the average. Okay, and I'm aggregating it over all endpoints in the series. So there is now the question of how do I compute the average, and what happens with my time period, right? I'm given a time period, and I want to find the longest time period, all pairs of demographics D prime, and the longest time period within my given time period, such that those pairs of demographics satisfy this greater than some threshold. All right, so this is, I guess, okay. So just to summarize, what are my challenges? So obviously I want to do this on the fly, okay? And for that, I need to be able to do efficient sentiment correlation, so efficiently compute, you know, that formula I had before. For every, potentially, obviously, I'm not going to be doing it for every single pair, for the pairs that matter. I want to be able to do some pruning in order to avoid comparing every single pair. I also want to be able to store my, I also want to store my sentiment in such a way that I can efficiently retrieve it. And I want to have some compact representation of the output, as I said earlier. So basically what this point says is that database solutions are not well suited for that, because it's basically, it would be a series of aggregations, right? And a series of calls basically to a database. And even if we think of parallelizing the access for demographic groups, it's not easily parallelizable, right? So because the space is not easily separable here, okay?
So just a summary of the proposed solution, and I'll give you sort of an overall description of the algorithm, and then maybe some of the main aspects, main components that help us do the pruning and so on. Okay, so basically we have this idea of dynamically segmenting the time. It's not this idea. It's actually, we have to dynamically segment the time because we're given a time period P, and we need to find the longest time period during which this correlation is satisfied, right? So we don't know it beforehand. We just know that it's included in P. Okay, so we need some dynamic segmentation of time. We also need a scalable group detection and group pruning. You know, like when is it that I can just stop looking for subgroups, for example, right? And a number of other things, I'll go through them. Okay, so just an overall thing. So this is basically how the general structure looks like, okay? So we have what we call a D3 index, right? So what this index is simply different time granularities, okay? From top to bottom. At each time granularity, at each node of that time granularity, what do I have? I have, for each topic of interest, okay, I mean the topic is an additional dimension. It's sort of a filtering criteria in our work. It doesn't change much, so we can forget it. It's fine. What do I have? I actually, okay, let me say. So this, what this is called, what this is indexing the time. So I have a time index storage of some aggregated values of demographic sentiments over multiple topics. And so for each node there, I actually have a lattice, right? And what I maintain in my lattice is some top K correlations for very high-level groups in the demographics dimension. And I'll say why. So, for example, we're maintaining, you know, mean and variance and averages of sentiments for nodes that are very coarse demographics nodes. Okay? Because from there we're going to reason about navigating in the demographics tree. Okay, this is incrementally maintainable, and as I said, we maintain physical aggregations, mean, variance, and so on, for a number of groups, so we call them top K correlations, for each topic, for each time granularity. So this is sort of the high-level storage of our thing. And the high-level overview of the algorithm is the following. Remember, we have P, time period as input. We have a correlation threshold where we're looking for every pair of demographics, such that that pair is correlated with respect to that threshold, and I want to find the longest period within my time P, right, during which that's true. So the algorithm goes as follows. We start from this D3. So this is like really a timed index storage. Scan each time interval top-down, okay, that we're interested in. For each time interval, we need to check the demographics group correlation. And then what we have is some pruning. If a high correlation is detected, like higher up in the tree, then with some magic that I'll explain, we're able to exclude the children in the tree. I mean, in the lattice, okay? And more specifically, there is a question of how do we do our time segmentation. And I'll explain a little bit how that happens, but in our case, we're using a sliding interval approach where we have a forward interval. So basically, we have we're starting at the beginning of P, time period P, and we maintain this comparison between the correlation coefficients between the forward interval of certain fixed site and an interval that is from the previous boundary. So we have we remember what we have computed so far, okay? But we also have a forward interval that allows us to approximate some bounds. So I'll give you some details about this. But the general idea of the algorithm is we start from this thing, and then we're trying to avoid having to compute correlations for every single pair by pre-computing some top K level correlations, and then reasoning over how we are segmenting the interval, the time interval. Okay, so let me tell you a little bit about this dynamic time segmentation. Okay, so let's look at this
sorry, like the rendering is not very, very good. So, okay. So this is one time series A, okay, for let's say my certain demographic group, it doesn't matter. So, for example, I could be computing correlations. Remember, my correlation was measuring sort of the deviation from some average, right? From the average of all the data points that I had for one given time series. So there is obviously at least two ways I could compute these averages, right? I could compute local averages. So for that upper part there, my local average is going to be this dashed line that actually shows here, but maybe not there. Dashed line up there, right? So we'd have, for example, here, if I cut my graph into two parts, I will have a local average there, and I will have a local average down there, right? But I could also have a global average, could consider this as my time interval, and compute a global average for the whole time series, right? And use that in the correlation with some other time series, okay? So there's at least two ways, and you'll see that there is sort of this interleaving of how do I segment my time interval, and what average should I compute against which I'll be using in my correlation computation. Okay. Okay. So for example, here, what happens is that I have A and B, right? This is fully positive. B is fully positive. It's above 0. A is positive at the beginning and negative later. Okay, but A and B are correlated, right? Because there is a certain amount of correlation here between A and B. Another case that I would want to be capturing is they're inversely correlated. Whenever one is positive, the other one remains negative, and then when the shift happens, they both happen together, and they keep going. Okay. So this is the question of, first, what kind of average should I be computing, right? And which case should can I capture with which average? But there is also which time window should I be considering, right? The full time window, or again, what we want is the longest period during which these two groups are correlated. So, of course, one can use a series of fixed windows, right? So I don't know if this will appear here. Okay. Do you see anything? No. So there is a series of fixed windows here, the pre-computed, predefined windows, and that makes computation sort of faster, right, and easier, because all I need to do is to take my time period P, look at the first window, check the correlations, right? For example, during that window, I can use a local average in both of them, compare the correlation, check the next window, and so on. But what that is enabled to find is, for example, cases like this, right? Where what I have, so that's, I have A, and what happens here is that A is actually positively correlated with, this one is D, whatever, until here. And then there is another period during which it is negatively correlated with it. And I want to be able to show this. But if I have only a fixed window, I guess, slicing of the time, I will not be able to detect that it's positively correlated all the way to here. Okay? So this dynamic thing is what we call, this is what motivates why we want to use a sliding window, where, as I said earlier, I think, correlations are computed by, I have two windows. I have a window that starts from the beginning, that has a fixed side. And so the first has a fixed side and it slides forward. Okay, so this is my sliding window. And the second one is simply the one that I have computed so far. Okay? And it is just, I add to it, I expand it, right? So I have a window that starts from the beginning and I'm dynamically expanding it, and another one that's just a fixed size that helps me just look forward, basically. So compute what is it that remains to, how can I estimate? So maybe this is going to become clearer now. Okay, so a few tricks, right? So one is this maximality pruning, right? So there is, as I said earlier, if, for example, so what demographics generality is, it's that if one group is fully covered by the other, and the correlation
is satisfied by the covering group, then I should be returning the covering group, right? So that's I said earlier. And then the maximality is just like in pattern mining, there doesn't exist any more general groups that are correlated. Okay, I found the highest, the most including group in some way that are correlated. Okay, so let's see how this. So I'm just going to skip this and show. So what do we use for this? So it turns out in statistics there are some works that help sort of with this pruning, with this sort of top-down pruning. And the idea, so this is from, this is Spruill and Gasworth correlation estimation that's based on some regression estimator. And what basically this does is that, you know, I have two sets, S and S prime, that correspond to D and D prime, so 2 time series. And the point is that we can estimate the correlation of one time series that is included in another one from its parent. Okay, so if I have, for example, a higher order aggregate, so I'm at a given point in the tree where I have, let's say, European students, right? And that will help me, and I know the correlation for the European students. That will, using some additional information about the time interval over which I am computing my correlation, that can help me estimate what what the groups that are contained in that group, the correlation of those groups, right? So if I have satisfied my correlation at a higher level, then basically, if I have satisfied my correlation for European students, I don't need to go and check it for Italian students. Okay, so that's the second one is that you have as I said earlier, we have an interval that starts from the beginning, and we're moving the end of that interval forward, right? And then we have a fixed size interval that we use for forward estimation, right? So this is another pruning that we use. So basically what this other pruning is doing, it's telling us that if I have computed a sentiment so far, then all I need to estimate is the upper bound of the sentiment of the remaining part, okay? Right, so I have, during my whole time period P, I have computed up to P prime, let's say, which is a subset of P. And then I have my fixed interval that follows P. If I can estimate an upper bound over the sentiment of what follows, then I'm not going to read the whole period, okay? Which is what this other result uses, basically. So what it's doing, it's using the sentiment of what has been estimated so far, up to some point, and it's saying that that is bounded like this, and that is exactly what our upper bound is, okay? So there are 2 prunings. One that is a maximality pruning. If I already find, because I go top down in my tree, if I already found a higher group, then I don't need to examine lower ones. And then there is the pruning of my dynamic time segmentation that is based on estimating an upper bound over what remains to be examined for that one pair that I'm computing. Okay. Okay. And then the last thing is, as I said, in order to do all these calculations, right? So all these calculations are based on a number of things like the mean, the variance, the averages of pre-computed groups. In order to do that, we store at each time granularity node, we store the top k highest correlations of groups that are very coarse, okay? And what we store is not just the correlations, we also store the mean, the variance, and all these values that we're going to be using to do our pruning. And so, so we don't store them just, you know, see, there is a huge amount of replication that happens, right? Because we're doing it at every single granularity, time granularity node. So what we do is we do a compression, basically, of those top k correlation. And so how does this compression work? So let's assume this is all the k, or the top k estimations that I have made for one particular node in the time tree.
and for one set of k estimations, right? So for each node in the time tree, I have computed the top k, I guess, aggregations of sentiment, correlations of sentiment for that node. So let's say I've computed all this, and these are all the nodes, and obviously there are way too many because this is replicated in every single node, right, in the time tree. So, so what we do is we do some compression of this. So basically we do some clustering, in fact. So take as input pairwise distances of these. So we find the ones that are the closest. We cluster them. And then we compute the average distances within each one. And that is computed within each cluster. That's computed between clusters and between like some outliers between the clusters. And what we're going to do is, basically what this clustering is doing is that it's getting rid of all the values that are very similar, all the pre-computed top K values that are very similar, and we end up with just representative values here, okay? I guess this is a very simple thing we do. But the other thing is actually a bit more interesting, is that we use sort of the property of this sentiment, which satisfies this triangular property, and we take all pairwise distances. So for example, let's pick series ABC, such that AC can be approximated, and that the approximation error is minimal. ABBC is what we're going to keep, and we're going to just estimate AC from AB and BC, okay? Seconds. Pardon. Pourquoi tu me dis que maintenant? Okay, let's get out of the details. Okay, so so there is some amount of evaluation, actually quite a bit of evaluation, because one of the things we wanted to do is to generate. So this I'm not going to apply to show, right? I mean, this is a little bit what I showed you at the beginning with some additional things. It was observing which interesting groups we could find that are correlated over time. And so we could detect expected and some unexpected similarities of user groups. But what we did is, well, actually Nick did a huge amount of work to generate data, inject biases in their sentiment, and just test how scalable the solution we had was, right? So, so we evaluate performance on a data set with artificial correlations, and we compare precision, recall, and time of top K based methods against some baseline, which is basically brute force and some other algorithm that uses a fixed interval that's called StatStream, and that's from the literature. This is how we generated the data. So just to show you, so basically the data was always based on generating one time series, okay, as our reference time series. And then that would be for one demographics group. So, so that's the first point. Children demographic groups inherited their parent time series with a randomly chosen bias for sentiment. And then each data set was replicated using some noise amplitude that was between 0.1 and 0.4. Okay? So this is all synthetic data. And I'm not going to. So basically, this is, I'll show you just two things. So there's a baseline correlation method, which is going to be the brute force and finding all the pairs of demographics by examining all the pairs of demographics. And one of the experiments, what it's showing here is that the sliding or fixed window with local averages, meaning with averages that are computed within each window, have the best precision and recall for low noise. Okay, so that's one thing. And the second one is that, because we're computing top K correlations, we're using estimations, right? Once we compute exact top K correlations, we're trying to estimate what's happening farther in the time interval, or what's happening farther down the tree for different demographics, right? And so there was obviously, are we missing anything when we're doing this estimation? And the precision is high, but the recall was actually low. So there was quite a bit of false negatives in this work. So anyways, that's it. So I'm going to just finish. I don't know if I have, yeah, I do have a summary slide. So
So we try to do this, demographic sentiment analytics. There are many dimensions in there. There is the dimension of determining how to prune the demographic groups. And we relied on this estimation formula that we found in statistics to do our maximality pruning. We also relied on this other estimation that is able to estimate using forward intervals, provide a bound on remaining correlations, right? Okay. There is also this whole compression. It's actually quite detailed in the paper, but I went really quickly over it. And as I said, yeah, we did top-down and run length pruning, which is the time interval pruning, and that's it. Question. Donc moi j'avais une question, j'ai peut-être raté quelque chose, mais donc j'ai l'impression que tu as énoncé un but au départ en disant je veux ce qui est maximal, je veux et donc les algorithmes que tu proposes, c'est dans le but d'arriver à cette maximalité. Ma question c'est est-ce que tu sais déjà que tu arrives à la maximalité ou tu es en train d'approximer de plus en plus? Whatever you want. No, in English it's okay. En fait, la maximalité, elle est obtenue en examinant d'abord les nœuds les plus hauts dans le treillis, déjà. Donc on va pas aller regarder des nœuds qui sont plus bas si on a déjà observé qu'il y a une corrélation entre des nœuds plus hauts dans le treillis. On va pas aller regarder les étudiants italiens si on a déjà trouvé qu'entre les étudiants européens et les étudiants, on est en train de, par exemple, de comparer les étudiants italiens, les étudiants en Europe avec les étudiants en Chine. Est-ce que mon résultat est exact? Non, mon résultat n'est pas exact. C'est pour ça que je montre la précision et le recall. D'accord? Alors ce qu'on dit, c'est que on a une très bonne précision. Voilà. Par contre, pour le recall, on a pas mal de faux négatifs. Voilà. C'est très empirique comme comparaison. D'ailleurs, la seule chose qui est sûre et qui a des garanties, c'est les deux seuils qu'on utilise. Celui de la maximalité, le fait que quand... Voilà, et celui des intervalles, de l'estimation. En gros, tu es en train de regarder l'intervalle de P. Alors, si j'ai déjà regardé P', il me reste P moins P'. Ce que je peux faire, c'est je peux utiliser les agrégations que j'ai déjà faites au préalable sur P' et P pour faire une estimation du seuil du upper bound. Et donc, comme j'ai déjà un seuil dans ma requête, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de comparer cet upper bound. Je n'ai pas besoin d'examiner ce qui reste. Okay, voilà. Mais la comparaison est très empirique. Voilà, on n'a pas fait de comparaison théorique. Ouais. Ah non, mais c'est critique aussi. If I can add something, so if I understand Very short question. the question, No, it's an answer. So if I understood the question correctly, so in this case we don't really miss anything because we always start from the most coarse Yeah, group, that's what I said. right, and then go down. So Well, we have false negatives, which is we have high precision. I mean, the maximum. good precision, but false negatives. Okay.
c'est Maximilien Servajan qui va le donner, et le titre c'est Profile Diversity for Phenotyping Data Search and Recommendation, et avec les auteurs Esther Passiti, Siem Amériaïa à nouveau et Pascal Neveu. Il y a besoin d'un technicien pour diaporama. Tu peux peut-être... Donc je vais vous présenter notre travail sur la diversité de profils dans la recherche et la recommandation pour les documents issus du phénotypage. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec l'idée de phénotypage, mais dans le cas où ça ne serait pas le cas, je vais donner l'idée. Donc on a travaillé avec l'INRA, qui sont des biologistes, et le phénotypage s'applique à l'ensemble des êtres vivants, mais dans ce cas particulier, s'applique aux plantes. Et c'est l'ensemble de mesures qu'on peut avoir sur une plante. En fait, chaque plante est caractérisée par un génotype. Ensuite, sur chaque plante, on peut appliquer différents stress. On peut lui donner plus ou moins d'eau, plus ou moins de soleil, etc. Et en fonction de ce génotype et de l'ensemble de ces stress, elle va exprimer un ensemble de caractéristiques. Et cet ensemble de caractéristiques, c'est ce qu'on appelle le phénotypage. Donc en fait, c'est un domaine où la recherche et la recommandation de contenu est particulièrement intéressante, parce que c'est un domaine où les expériences ne prennent pas aussi peu de temps qu'on peut avoir en informatique. Il faut attendre que les plantes poussent. Et si quelqu'un a déjà fait la même expérience, il peut être intéressant de recommander déjà des résultats d'expérience plutôt que de refaire pousser toutes des plantes, ce qui peut prendre plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc je présenterai par détailler le contexte et la motivation de ce travail. Je présenterai ensuite la définition du problème, notre solution, une optimisation quant à cette solution, parce qu'au final, elle ne marche pas si bien que ça. Je présenterai nos expériences, les travaux de Related Work et nos conclusions. Donc dans ce travail, on se focalise sur des communautés en ligne de chercheurs qui souhaitent collaborer entre eux et se recommander du contenu. Et en particulier, dans ce contexte particulier des biologistes, ces chercheurs veulent collaborer entre des communautés qui sont différentes. Donc on veut à la fois tenir compte du profil de l'utilisateur, mais également permettre à ce chercheur de rechercher du contenu qui ne correspond pas directement à son profil. Par exemple, on peut imaginer un écophysiologiste qui travaille sur le phénotypage qui souhaite appliquer des méthodes mathématiques sur ses propres données. Donc au final, on a quand même une idée de personnalisation vu qu'on ne va pas appliquer n'importe quelle méthode, mais on sort de sa communauté. Donc pour cette recommandation et cette approche, on utilise cette recommandation et cette recherche, on utilise une approche assez simple. Donc on a un ensemble d'objets et un utilisateur qu'on va appeler l'utilisateur courant. Cet utilisateur courant va agréger son profil avec l'ensemble des autres utilisateurs du système. Et donc ensuite, à partir de cet utilisateur courant, l'ensemble des objets qu'on peut recommander dans le système et l'ensemble des profils des utilisateurs, on va donner le tout à une boîte, que soit on appelle recommandeur système dans le cadre d'une recommandation ou moteur de recherche dans le cadre d'une recherche. Et ensuite, cette boîte va faire sa salade pour recommander des contenus à l'utilisateur ou retourner des résultats par rapport à une requête. Et donc on va se focaliser sur ce point-là. Est-ce que, déjà dans un premier temps, on a cherché est-ce que les techniques existantes permettent de répondre au problème que je disais, c'est-à-dire à la fois tenir compte du profil de l'utilisateur, tout en lui permettant d'aller voir au-delà de sa propre communauté. Donc je vais montrer un exemple au final du problème qu'on a rencontré. Donc c'est des données réelles avec un profil réel et une requête réelle. Donc c'est pas je précise, c'est pas une invention qu'on s'est fixée, étant donné qu'on a directement collaboré avec des gens de l'INRA. Donc supposons qu'on a un écophysiologiste qui soit intéressé par deux points. Donc à la fois l'écophysiologie qui est sa compétence principale, mais également sur des modèles informatiques qui permettent de modéliser certains comportements. Supposons qu'ils soumettent une requête qu'on va qualifier d'ambiguë, étant donné qu'elle ne permet pas de différencier sur quelle communauté on se focalise, modèle.
dans les solutions existantes, on risque de se retomber uniquement avec des documents, si on personnalise les résultats, qui correspondent à son profil. Également, si on diversifie les résultats en fonction de leur contenu. Il y a suffisamment de contenus divers au sein d'une communauté pour que même la diversification ne permette pas de sortir de la communauté. La personnalisation enferme complètement l'utilisateur sur sa propre communauté. Et l'idée, c'est que si en fait on diversifie les profils des utilisateurs qui recommandent ces contenus, on va avoir en premier donc les communautés principales de l'utilisateur, c'est son intérêt principal, et en deuxième, ses intérêts secondaires qui ressortent dans la liste de résultats. Donc dans ce cas de figure particulier, on avait l'utilisateur qui était intéressé par l'écophysiologie, par la modélisation, et on voit qu'en diversifiant les profils, on obtient ces deux types de communautés, sachant qu'avec le modèle, on a besoin malgré tout de la personnalisation, parce qu'on aurait pu par exemple obtenir des modèles économiques pour les plantes, etc. L'INRA étant un bon cas de figure, étant donné qu'ils ont des communautés très variées, et toutes les communautés ne collaborent pas toutes entre elles, mais un certain nombre veulent collaborer vraiment entre elles. Donc voici la définition du problème. Étant donné donc l'ensemble des documents qui sont partagés par un ensemble d'utilisateurs, et chaque utilisateur a un profil qui est défini en fonction de ces documents. Donc par la suite, en fait, chaque document est représenté par un vecteur TF-IDF, et le profil, c'est la somme des vecteurs TF-IDF des documents partagés par l'utilisateur. Chaque utilisateur peut soumettre des requêtes, et l'idée, c'est quelle fonction de score définir pour qu'on recommande et qu'on retourne à l'utilisateur des documents qui correspondent à ces attentes que j'ai énoncées précédemment, à savoir des documents qui viennent de sa propre communauté, mais également de ses intérêts secondaires. Donc, par rapport à ce problème de redondance, il y a déjà des solutions sur la diversification des contenus. Donc, la diversification de contenu, basiquement, permet de cibler des documents pertinents. Ici, on a une requête qui est bleue, c'est le carré bleu au-dessus de la flèche. Et on ne veut pas retourner que des bleus foncés, mais on va retourner un échantillon représentatif de ce que peut être un document bleu. Et cela se fait par exemple de la manière suivante. Donc là, on a un modèle probabiliste où un document est pertinent pour un bon score pour être dans la liste de résultats s'il est pertinent par rapport à la requête et à la fois divers par rapport à l'ensemble des documents qui sont déjà retournés dans la liste. En fait, c'est ce qu'on appelle le user intent. On suppose que l'utilisateur a déjà lu le premier document. S'il arrive au deuxième document, c'est qu'il n'a pas été satisfait du premier document, donc le deuxième doit être divers par rapport au premier document. Et donc notre proposition, au final, c'était d'étendre cette définition pour à la fois avoir des documents qui sont représentatifs des documents qui répondent à la requête, mais également qui sont représentatifs des profils pertinents pour l'utilisateur. Donc si l'utilisateur a plusieurs intérêts, on veut que l'ensemble de ces, en termes de communautés, que l'ensemble de ces communautés soient représentées dans les résultats. Donc pour cela, on définit une diversité de profils composée de deux éléments principaux. Donc le trust, il faut que les documents soient recommandés par des communautés qui intéressent l'utilisateur. Comme je disais tout à l'heure, la requête modèle concerne un ensemble de communautés, les mathématiques, l'informatique, l'économie, etc. Mais notre utilisateur est intéressé que par un sous-ensemble de ces communautés. Donc on va cibler ce que c'est une communauté pertinente, un profil pertinent, et à partir de ces profils pertinents, ensuite on va les diversifier. Donc les utilisateurs qui recommandent les contenus doivent à la fois provenir de communautés pertinentes et être différents des communautés qui ont recommandé les documents qui sont déjà dans la liste de résultats. Donc qu'est-ce qu'on appelle pertinent pour nous dans la suite? Ce qu'on appelle pertinent, c'est une communauté qui à la fois correspond à une forte similarité entre les profils utilisateurs. Donc si je suis informaticien, quelqu'un qui fait aussi de l'informatique sera pertinent pour moi, mais également qui répond à ma requête. Donc le fait d'avoir une requête permet plus facilement, si j'ai une requête qui est hors sujet par rapport à mon profil, de sortir complètement de mon profil plutôt que de me retourner des documents peu pertinents. Donc dans cet exemple, on a un utilisateur bleu-rouge qui soumet une requête bleue et on retourne des documents qui sont recommandés par des utilisateurs à la fois bleus et rouges. Donc pour trouver les meilleurs documents, on utilise un algorithme à seuil. Donc un algorithme à seuil, basiquement, prend en entrée un ensemble d'index, va itérer sur ces index, et à partir du moment où un seuil est satisfait et qu'on a le nombre de documents souhaités, on s'arrête. Donc le seuil est calculé en fonction par rapport au score de tous les pointeurs dans l'ensemble des index. Donc on applique notre fonction de score, on calcule un seuil, et c'est cette
ce seuil qui est la condition d'arrêt. Donc on s'est inspiré d'un précédent travail qui appliquait le score de pertinence, de diversification que j'ai montré au début, et qui proposait entre autres un algorithme qui s'appelle Diversity Aware Search pour retourner les meilleurs documents et les plus pertinents et divers documents. Donc on étend cette définition pour notre propre domaine, et donc voici les étapes principales de l'algorithme. Je vais montrer un run case juste après, mais d'abord je vais introduire. La différence en fait avec un algorithme à seuil classique, c'est que dans un algorithme à seuil classique, lorsque je trouve un document dans un index, je peux l'insérer dans la liste de résultats à sa position en fonction de son score. Mais le problème de la diversification, c'est quand la position d'un document influence son score, étant donné qu'il doit être divers par rapport au précédent. Donc si j'insère un document dans la liste de résultats avant un autre document, je dois mettre à jour le score des documents qui sont après, parce qu'ils peuvent devenir redondants par rapport à cette nouvelle insertion. Donc en fait, pour résoudre ce problème, on utilise une liste temporaire qu'on appelle la liste de candidats. Et c'est cette liste qu'on va peupler des documents qui peuvent être candidats. Et chaque fois qu'un candidat satisfait un seuil, on va l'ajouter dans la liste de résultats. Et dans la liste de résultats, on est certain d'avoir toujours le classement parfait des documents par rapport à la fonction de score. Donc là, je vais montrer, je vais dérouler l'algorithme sur quelques documents. Donc l'entrée, c'est la requête, un index. Donc là, la requête a un seul mot, donc on a un seul index. Et la fonction de score. Donc l'ensemble des variables qu'on va utiliser dans cet algorithme, donc c'est l'index. On va itérer autour de cet index, notre liste de candidats, notre seuil et la liste de résultats. L'idée, c'est de récupérer les 3 meilleurs documents de cet index pour peupler la liste de résultats. Donc comme un algorithme à seuil, on va commencer par itérer autour de l'index. Mais à l'inverse d'un algorithme à seuil classique, on ajoute les documents non pas dans la liste de résultats, mais de candidats. Donc là, c'est le premier document. Le score est de 0,27. Le seuil correspond au score dans la liste, dans l'index. Étant donné qu'il n'y a pas de document avant, on l'insère directement dans la liste des résultats. Par contre, pour le deuxième document, on peut constater que son score n'est pas celui de l'index, mais il a été mis à jour par rapport à sa redondance, par rapport aux documents qui sont déjà dans la liste de résultats. Et au final, ce document n'est plus supérieur au seuil, donc on peut potentiellement trouver un document qui peut aller jusqu'à 0,27, et donc on ne peut pas l'ajouter directement dans la liste de résultats. Donc on continue à itérer. Le document C ne satisfait toujours pas le seuil, donc on le met dans la liste de candidats, etc. Maintenant, le seuil est inférieur au score du document C. Le document C étant le meilleur document, on va ajouter le document C dans la liste de résultats. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le score des documents étant dépendant des documents dans la liste de résultats, on met à jour l'ensemble des scores dans la liste de candidats pour tenir compte de leur redondance par rapport aux documents dans la liste de résultats. Donc on continue à itérer et on s'arrête lorsqu'on obtient 3 documents dans la liste de candidats. Donc ce déroulement s'est fait de manière relativement simple, mais le problème c'est que dans la réalité, les scores dans l'index ne descendent pas aussi vite que dans cet exemple. Et à l'inverse, la redondance des documents descend beaucoup plus vite. Donc au final, on a un seuil qui est notre condition d'arrêt qui n'est plus du tout représentatif du score des documents dans la liste de résultats. Et si le seuil qui est la condition d'arrêt n'est plus représentatif, l'algorithme ne s'arrête que lorsqu'il a analysé tous les documents, et donc au final le seuil ne sert à rien. En fait, ça vient du fait que dans notre fonction de score, le seuil est calculé uniquement par rapport à la similarité, alors que dans notre fonction de score, on a un ensemble de paramètres qui sont le trust, la diversification des utilisateurs et la diversification des contenus qui abaissent le score final du document, alors que le seuil, lui, ne prend toujours en compte que la similarité du document avec la requête. Donc par exemple, dans notre exemple, on est arrivé fréquemment à plus de 175 itérations sur l'index uniquement pour trouver 3 bons documents. Et donc en analysant les propriétés des documents qui étaient dans nos index, en fait, on se rend compte que pour un mot-clé donné, on a rarement des documents qui ont une diversité, qui sont à 100% divers entre eux. Déjà, ce n'est pas possible parce qu'ils partagent le mot de l'index. Et au final, par exemple, je prends un exemple, et en fait, on a fait ça pour tous les paramètres de notre fonction de score, mais si par exemple on a annoncé que la diversité maximale dans un index est de 0,99, je sais que lorsque j'insère le 10e document, sa diversité maximale sera forcément 0,99 à la puissance 10, ce qui me permet d'abaisser le seuil en fonction de la diversité des contenus. Et on peut étendre ça pour la confiance, on peut avoir la confiance maximale au sein d'un index,
ainsi que la diversité de profils maximale dans cet index. Et au final, en tenant compte de tous ces paramètres, on est capable de calculer un seuil de manière incrémentale à chaque itération dans l'algorithme qui correspond beaucoup plus au score final des documents. Donc, je vais vous montrer nos expériences. Donc, dans ces expériences, on a utilisé deux principaux benchmarks. Donc, dans le premier benchmark, on avait des données réelles, mais comme vous pouvez le constater, il est relativement petit parce qu'il est assez difficile de d'inciter les chercheurs à participer et à fournir des données. Et donc, en fait, pour l'ensemble de ces expériences, on a validé nos mesures avec un benchmark issu de Trek qui, lui, est beaucoup plus large. Donc la validation était due au fait que le benchmark étant tellement petit, les propriétés de diversification n'étaient pas forcément représentatives de ce qui se serait passé dans un cas réel. Donc dans nos expériences, on a comparé en fait trois fonctions de score. La première, on n'évalue que la similarité entre la requête et les documents. Dans la seconde, on évalue la similarité entre la requête et les documents, mais on veut également des documents représentatifs, des documents divers. Dans la suivante, on ajoute un trust qui est exactement le même que celui qu'on a présenté au début. Il faut que les documents soient divers en termes de contenu et recommandés par des utilisateurs de confiance. Et finalement, notre fonction de score complète. Donc, dans cette présentation, je vais montrer que trois mesures. Quelles sont les diversités de profils qu'on peut récupérer à partir de ces trois fonctions de score? Quelles sont la pertinence des utilisateurs qui recommandent ces documents en fonction de la fonction de score? Le coût pour récupérer uniquement trois documents. Donc ça pour évaluer notre seuil. Et ensuite, on a également procédé à des séances de feedback par rapport aux utilisateurs qui ont créé le benchmark. Donc dans cette première expérience, les utilisateurs soumettaient... Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, il y a du bleu clair au-dessus du bleu foncé. Donc les utilisateurs soumettaient deux types de requêtes. Des requêtes qui sont vagues, donc les modèles par exemple, une requête... et des requêtes très précises. Donc l'utilisateur sait exactement ce qu'il veut, il met tous les mots-clés. Et au final, on peut remarquer quelque chose de relativement paradoxal pour les deux fonctions de score qui ne prennent pas en compte le trust. Et ces deux fonctions de score, au final, diversifient beaucoup plus les profils lorsque la requête est très précise, et beaucoup moins quand la requête est vague, alors qu'on s'attendrait à l'inverse. Si j'ai une requête vague, je veux bien qu'on me retourne des documents représentatifs de toutes les communautés. Si par contre je sais déjà ce que je veux, je vais avoir une requête très précise, et dans ce cas, je n'ai pas envie qu'on me retourne toutes les communautés existantes. Donc ça, au final, on peut s'y attendre si on n'applique pas le trust. Mais dès qu'on applique le trust, on se rend compte que la diversification devient ridicule. Et avec notre solution, on diversifie beaucoup plus et on garde un comportement cohérent, à savoir une diversification forte lorsque la requête est vague et beaucoup moins forte lorsqu'on soumet des requêtes très précises. Dans cette deuxième expérience, on a voulu comparer la perte en termes de pertinence au niveau des profils comparée au gain en termes de diversification. Donc si on compare par exemple cette fonction de score qui évalue à la fois le trust et la diversification de contenu, on se rend compte que le fait de rajouter un trust enferme complètement l'utilisateur sur sa communauté et les profils sont beaucoup moins divers. Et à l'inverse, si on diversifie les profils, on est capable d'avoir une diversification énorme. Mais si on compare avec la pertinence, on se rend compte qu'on a une perte très faible dans la pertinence. On a des profils qui sont divers, mais qui sont toujours très pertinents pour l'utilisateur. Donc finalement, les deux dernières expériences, on se rend encore une fois, il y a du bleu clair au milieu. Donc en fait, si on utilise une fonction de score qui est relativement simple, à savoir DAS, qui ne diversifie que sur le contenu, on a très peu d'accès dans les index inversés pour récupérer les trois meilleurs documents. A l'inverse, dès qu'on rajoute notre diversification de profil, on multiplie le nombre d'accès jusqu'à 175. Et par contre, si on tient compte de notre seuil qui mesure juste des propriétés comme la diversification maximale entre les documents 2 à 2 dans les index, etc., on arrive à des niveaux beaucoup plus acceptables d'accès dans les listes pour construire une liste de 3 résultats. Dans la séance de feedback, on a mesuré un ensemble de choses. J'ai montré qu'un résultat ici. Donc les chercheurs devaient soumettre plusieurs types de requêtes, des requêtes vagues, des requêtes précises, des requêtes qui correspondaient à 100% à leur profil, ou des requêtes qui laissaient une ouverture pour d'autres communautés. On leur a proposé donc des résultats par rapport à ces requêtes qu'on présentait de manière aléatoire, sans dire quel résultat venait de quelle requête. Et les chercheurs devaient évaluer, donc moi j'aurais préféré avoir cette liste de résultats, ou cette liste renvoie des documents incohérents, etc.
Et dans cette expérience, en fait, j'ai uniquement mis le cas de figure où le chercheur laissait une ouverture à d'autres communautés. Il mettait des requêtes où on avait des quêtes de recommandations interdisciplinaires qui les intéressaient. Et dans ces expériences, au final, dans 70% des cas, le fait de diversifier le profil permettait d'avoir des documents qui intéressaient beaucoup plus l'utilisateur parce qu'ils étaient à la fois personnalisés par rapport à son profil, mais provenaient également de communautés auxquelles il ne s'attendait pas initialement. Donc dans l'état de l'art, la diversification est un problème qui a déjà été étudié de nombreuses fois, de plusieurs manières différentes. Donc pour faire simple, par exemple dans le premier point, l'idée c'est de lancer des random walks. Et à chaque fois qu'on sélectionne un élément, on réduit la probabilité de tomber sur les éléments qui lui sont similaires. Dans les deuxièmes points, l'idée en fait c'est de calculer, étant donné une liste d'éléments très pertinents, c'est de calculer un sous-ensemble qui optimise complètement la diversification de ces éléments 2 à 2. Et le troisième point qui est celui qui ressemble plus à ce qu'on a utilisé, qui est donc user intent. L'idée c'est qu'au final on ne veut pas la liste la plus diverse, mais on suppose que quand l'utilisateur lit le troisième document par exemple, c'est qu'il n'a pas aimé les deux précédents et donc on veut diversifier par rapport au document précédent. Mais en fait dans tous ces cas, chaque fois la recommandation se fait, la diversification se fait sur le contenu et pas sur cette idée des utilisateurs qui ont recommandé ces contenus. Donc en conclusion, on a proposé une fonction de score qui permettait donc cette recherche, cette recommandation entre disciplines, ce qui était le point, la nécessité initiale. On a proposé quelques optimisations afin que l'algorithme puisse tourner de manière acceptable. Et on a proposé un ensemble d'expériences pour valider notre fonction. Et les travaux en cours, c'est d'exploiter ces propriétés de diversification de profils pour la recherche et la recommandation dans un contexte plus distribué. Merci. Oui, je crois que pour un moteur de recherche, c'est vraiment essentiel de présenter des informations qui ne soient pas redondantes et que tous font très attention à ne pas présenter, par exemple, plusieurs fois deux URL différentes qui pointeraient vers le même document, des choses comme ça. Donc je pense que la problématique, elle est assez générale. Alors sans connaître les solutions qui sont mises en œuvre, je m'interroge sur une technique qui est la requête multifacettage qu'on a dans les moteurs de recherche, qui permet de dire que dans la liste que tu as, tu l'organises en fonction de critères de métadonnées qui sont associés au document et qui pourraient être par exemple le profil utilisateur. Donc, je ne sais pas si tu connais ces techniques-là et si ça te paraît approprié. On a ça dans Solr par exemple, le fait d'avoir un facettage du résultat pour montrer que dans le résultat, dans la liste, des documents peuvent être raffinés selon certaines dimensions. Effectivement, dans l'état de l'art, je n'ai pas détaillé les solutions, mais il y a plusieurs solutions qui présentent en fait, en termes de diversification, l'ensemble des possibilités. Là, vous parlez de facettage, mais dans un autre papier, il parlait de concepts. Donc chaque requête associe un ensemble de concepts et on propose l'ensemble de ces concepts à l'utilisateur et lui choisit celui qui l'intéresse le plus. Et en fait, la seule différence avec nous, c'est que nous, on ne diversifie pas par rapport à un ensemble de concepts, mais par rapport à qu'on peut voir comme des profils utilisateurs, mais par rapport à un ensemble de concepts de confiance. C'est la combinaison de cette diversification avec la confiance. On élimine complètement toutes les communautés inutiles. Moi j'ai une question naïve. L'utilisateur ne dit pas s'il veut du diversifié ou pas du diversifié, c'est ça? Et alors, dans notre approche, effectivement, le function score est complètement fixe. Il aura forcément la même diversification. Mais effectivement, dans nos relations avec l'INRA, c'était un besoin qui nous a été dit. C'est que l'utilisateur doit pouvoir, avec des alpha, définir le niveau de diversité qu'il veut en termes de contenu, de profil, et qu'il ait la possibilité de définir exactement ce qu'il veut. Donc nous, ici, non. La fonction est fixe, mais c'était un besoin qui a été de... D'accord. Et une autre question, c'est-à-dire tu as dit, s'il lit les deux premiers documents, s'il lit le troisième, c'est qu'il n'a pas aimé les deux premiers. Mais ça me paraît une hypothèse un tout petit peu audacieuse dans certains cas, parce qu'il peut
Ça fait l'hypothèse qu'il n'y a qu'un document qui lui convient. Et ça non? Le mot n'est pas forcément correct. L'idée, c'était que s'il est sur le troisième document, c'est qu'il veut autre chose que les deux premiers. Sinon, il se sera arrêté sur les deux premiers. Autre chose pouvant être en plus que les deux premiers. Donc, quelque chose, un contenu qui est plus enrichi, etc. Et en fait, le fait d'avoir cette combinaison pertinence et diversification, ça fait que si le document est très pertinent et un peu divers, il peut ressortir et donc être un document qui enrichit un contenu précédent. À l'inverse, on peut aussi trouver un document qui est beaucoup plus différent, mais qui apporte beaucoup plus en diversification. Et donc on a vraiment cette combinaison des deux. On veut soit des documents qui enrichissent, soit des documents qui apportent vraiment du nouveau. Donc on peut avoir les deux cas de figure. Un document très différent des deux premiers, ou un document qui enrichit les deux premiers parce qu'il est particulièrement pertinent. D'accord, d'accord. J'ai d'autres questions, mais je vais les poser en dehors. Je propose qu'on remercie l'orateur et s'il y a d'autres annonces à faire. Merci, effectivement, les géos reprennent la parole. Donc la journée se termine maintenant concernant les exposés scientifiques. Vous êtes attendus à partir de 19h30. Non, je crois que c'est 19h. Voilà, 19h au DEC, c'est un bar-restaurant sur barge sur la Loire qui se situe sur l'île de Nantes, au centre-ville, là où il y a tout l'espace avec l'éléphant, les machines de l'île et tout ce dont vous avez pu entendre parler au sujet de Nantes. Donc pour s'y rendre, c'est à 2 portées de fusil de tram, 2 portées de tram plus exactement. Nous organisons, je crois, via Philippe Lamarre, voilà au fond là-bas, un bus vers 18h dans une demi-heure, histoire de fumer une cigarette, de se détendre, dégourdir les jambes. Ceux qui souhaitent y aller donc un peu en avance peuvent suivre Philippe vers 18h. Les autres peuvent évidemment faire ce qu'ils entendent dans l'heure qui suivent et puis nous rejoindre après au DEC. Il y a comme l'indiquait Pascal, il y a quelques fiches où vous avez l'itinéraire là au bureau d'accueil si jamais vous pensez que vous avez la capacité à vous perdre entre là et là-bas. Autre annonce, il y a un comité de pilotage qui est prévu maintenant, c'est en salle U1, c'est-à-dire au rez-de-chaussée.